On va parler aussi de comment optimiser les résultats du ganglion sentinelle et parler en fin de compte, à la fin, sur la radiothérapie et la chirurgie dans le traitement axillaire en cas de cancer du sein. Voilà, trop d'écho. Alors, pourquoi on fait une chirurgie axillaire? On l'a fait essentiellement pour stadifier le cancer du sein. Cette stadification, parce qu'on sait très bien que le statique ganglionnaire axillaire, c'est le facteur pronostic le plus important, à la fois pour la survie des malades et à la fois pour indiquer les thérapies adjuvantes. Nous, chirurgiens, on aime bien penser que cette chirurgie axillaire réduit les récidives et améliore le contrôle local. En tout cas, on espère, ce qui n'est pas de l'avis de tout le monde. Et on espère aussi qu'elle améliore l'effet des thérapies adjuvantes et qu'elle améliore la survie, ce qui n'a jamais été démontré. Et donc, si on fait une chirurgie axillaire essentiellement pour la stadification, il vaut mieux que cette chirurgie soit la moins invasive possible et avec le moins de complications possible. Et c'est pour ça que la promotion du ganglion axillaire est venue pour réduire les complications du curage axillaire classique. Alors, où sont arrivées les recommandations en 2019? C'est le NCCN sur lequel je me base assez souvent pour classer les malades. Sur les N-, donc déjà on voit que le ganglion sentinelle est le standard et que même positif et qu'il remplit les conditions de l'ACOSOC Z11, on ne fera pas de chirurgie supplémentaire. Donc même si on a un ganglion sentinelle positif, un ou deux ganglions chez des petites tumeurs, on ne fera pas de chirurgie. La chirurgie reste limitée quand le ganglion sentinelle est positif avec plus de 3 ganglions sentinelles. La dernière nouveauté et celle qui nous intéresse le plus, c'est chez les N+, quand on réunit les conditions d'ACOSOC en pré-chimiothérapie, même N+, on a 1 ou 2 ganglions qui sont atteints, ou qu'on a une charge tumorale faible qui est définie par le fait d'avoir un examen clinique et uniquement 1 ou 2 ganglions, même chez ces patients qui sont initialement N+, on peut considérer un ganglion sentinelle. Donc voilà, fin 2019, les indications du ganglion sentinelle dans les recommandations se sont élargies au N+. Alors, tout le monde sait que de plus en plus, on assiste à l'introduction de la chimiothérapie néoadjuvante dans le cancer du sein, et non seulement pour traiter les tumeurs localement avancées, mais aussi pour les tumeurs précoces qui répondent à des profils moléculaires particuliers. Et donc cette chimiothérapie néoadjuvante va non seulement diminuer la taille des tumeurs, mais aussi d'enstéger le creux axillaire, et qui rendrait ces creux axillaires accessibles au ganglion sentinelle. Alors, pour les CN-, les négatifs avant chimiothérapie, cette histoire date d'un certain moment. Déjà, sur l'analyse des anciennes études, le NSABP-B27 qui est en 2005 et le 32 de 2010, sur certaines de ces branches de ces études, il y avait l'étude des ganglions sentinelles avec creux axillaire négatif avant chimiothérapie. Le ganglion sentinelle a été fait. Il y avait des taux de détection qui étaient acceptables, même honorables, et des faux négatifs qui restaient un peu limites sur ces anciennes études. Et c'est ce qui a fait que l'introduction du ganglion sentinelle après chimiothérapie, après du retard, c'est le premier essai qui était prospectif destiné à analyser ce groupe de population qui était des groupes de Gagnéa 2, d'études Gagnéa 2, et donc c'est celle qui a montré qu'on pouvait faire un ganglion sentinelle après chimiothérapie chez les femmes qui étaient CN- au départ, qui avaient des taux de détection qui étaient acceptables et qui avaient très peu de récidives et qui avaient une non-infériorité par rapport au curage axillaire. Et donc, après ça, ça a été introduit progressivement dans les recommandations. Non seulement cette chimiothérapie néoadjuvante chez les CN-, elle permettait aussi d'enstinger, comme je disais tout à l'heure, le creux axillaire chez des femmes qui avaient des tumeurs T2 et T3, et donc rendait une partie supplémentaire de cette population, on la rendait accessible aux ganglions sentinelles, épargnant ainsi à ces patients la morbidité du curage axillaire. Et c'est comme ça qu'on, dans les recommandations,
on a vu introduire cette branche-là. Les personnes qui étaient CN- en pré-chimiothérapie, qui ont reçu une chimiothérapie néoadjuvante et qui sont N- peuvent bénéficier d'un ganglion sentinelle après la chimiothérapie. Donc c'est des femmes CN-, elles reçoivent leur chimiothérapie et après la chimiothérapie, ils peuvent bénéficier d'un ganglion sentinelle. Et donc là, c'est une extension supplémentaire des recommandations. Maintenant, ce qui s'est discuté beaucoup au cours de cette année 2019, c'est les personnes CN+, pré-chimiothérapie néoadjuvante. Est-ce que ces femmes qui ont des ganglions positifs avant la chimiothérapie peuvent bénéficier du ganglion sentinelle? Et là, le premier biais ou le premier problème, c'était comment évaluer ces personnes qui étaient N+ avant chimiothérapie, comment les évaluer après la chimiothérapie. Est-ce que l'échographie sur laquelle on se base habituellement est aussi fiable que chez les femmes avant la chimiothérapie? Et là, malheureusement, sur des grandes études, notamment l'essai Sentina, on s'est rendu compte que parfois des ganglions paraissaient normaux après chimiothérapie et sont porteurs de maladie, et parfois ils paraissaient encore gros alors que quand on les prélève, ils sont négatifs, et donc la fiabilité de l'échographie est très médiocre dans l'évaluation du corps axillaire après chimiothérapie. Et donc là, il faut discuter peut-être d'autres examens d'évaluation, notamment la résonance magnétique ou le PET pour évaluer le corps axillaire en post-chimiothérapie. Alors, dans cette rubrique-là de patientes qui sont N+ pré-chimiothérapie, il y a 3 études sur lesquelles on se base actuellement pour faire les recommandations, notamment l'écosol Z1071, l'étude Sentina européenne et l'étude canadienne, FNAC, et c'est des études qui incluent des femmes de T1 à T4, de N1, N2, M0, et qui vont avoir une chimiothérapie néoadjuvante et qui vont avoir un ganglion sentinelle et puis un curage pour évaluer l'efficacité ou les paramètres du ganglion sentinelle. Alors, quand on voit ces études, les 3 études, et qu'on voit les résultats bruts de ces patientes, donc il y avait un taux de détection chez ces femmes qui était N+, qui était plus ou moins acceptable, mais quand on voit le taux de faux négatif, il est très élevé. De première vue, c'est des taux qui sont très élevés, qui sont dans le taux de 12, 14, 13, c'est-à-dire c'est des femmes chez qui on a un ganglion négatif et qui ont toujours d'autres ganglions qui sont positifs. Mais quand on voit ces études dans le détail, et qu'on voit qu'en utilisant un seul agent de détection, on a des faux négatifs de les 20%, 15-20%. Quand on utilise 2 agents de détection, ces taux de faux négatifs baissent vers 10%, voire 5%. Et deuxième paramètre, quand on prélève 3 ou plus de ganglions sentinelles, le taux de faux négatifs de ces ganglions sentinelles chez ces personnes qui étaient N+ avant chimiothérapie, on a des taux qui avoisinent les personnes, le standard qu'on a habituellement des personnes du ganglion sentinelle chez les N-. Et donc, si on prend ces personnes et qu'on utilise 2 moyens de détection et qu'on prélève 3 ganglions en plus, on a un taux de faux négatif qui rejoint le taux acceptable, et donc ce qui fait que faire un ganglion sentinelle chez ces personnes qui étaient N+ avant, qui ont reçu de la chimiothérapie, est quelque chose de tout à fait acceptable. Alors, quand on utilise on analyse un peu sur le 2019 les méthodes de détection, puisque ça devient très important, comme on l'a vu, pour réduire le taux de faux négatif. Quand on analyse les différents moyens de détection, le verre d'indocyanine se positionne en premier avec des faux négatifs moins. Le Sentima qui utilise les magnétiques qui est très peu utilisé. Il y a un élément nouveau qui est l'échographie dont on parlera. Il y a le technétium, le plus utilisé, et les deux. Alors, dans notre pratique, on a démarré notre pratique de ganglion sentinelle avec le bleu. Et au bout de 15-20 malades, on a eu une réaction allergique sévère avec une malade qui est passée en réanimation. Et donc, ce qui nous a poussé à l'abandonner, et on s'est tourné vers le ganglion sentinelle par méthode radioisotopique. Et c'est ce qui constitue le principal moyen de détection dans notre pratique de tous les jours. Alors, par contre, en 2019, puisque nous n'avons pas le verre d'indocyanine, il est plus cher, donc on
s'est rabattu sur une nouvelle méthode, hein, qui est la fluorescéine, celle qui est utilisée par les ophtalmos pour l'angiographie rétinienne. Et donc, on s'est équipé de produits et de lampes ultraviolets. Et donc, on a fait quelques malades jusqu'à présent. Et ça nous semble une technique qui est assez fiable. Hein. Elle ressemble pratiquement à ce que donne le verre d'indocyanine, mais avec des coûts vraiment très bas. Voilà. Ça, c'est pour introduire une autre méthode de détection, en plus de la radio isotopique, pour un peu rejoindre ce qui se fait ailleurs pour réduire notre taux de faux négatif. Alors, les autres, bien sûr, vous connaissez très bien, il n'y a rien de nouveau pour le verre ni pour le centimètre. Par contre, ce qui se profile un peu sur les écrits, c'est l'échographie. Donc, ce qui permet, ça se fait de la même façon. Donc, on injecte un produit de contraste échographique comme celui de l'hyposie ou l'hyphosie en péri-aréolaire et on fait une recherche des ganglions par échographie du proaxillaire. Ça donne des images comme ça. Je crois que si ça se développe, ça peut être une méthode très intéressante. Alors, une autre alternative qui se profile un peu pour ces personnes C-positives, parce que ces personnes qui ont des adénopathies positives en pré-chimiothérapie, ça reste un peu le rempart qui empêche un peu le ganglion sentinelle d'intéresser tout le monde. Et donc, un autre moyen qui a été un peu, dont on a parlé ces derniers temps pour optimiser ce taux de faux négatifs pour le diminuer le plus, c'est la chirurgie axillaire ciblée, c'est-à-dire repérer ces ganglions en préopératoire, en pré-chimiothérapie, par un marquage qui soit clip ou isotopique ou colorimétrique, et faire une chimiothérapie, et aller après, au proaxillaire, enlever ces ganglions qui ont été marqués, en plus du ganglion sentinelle. Et c'est ce qu'on appelle la chirurgie axillaire ciblée. Donc il y a des patientes qui ont été incluses dans ce mode d'évaluation dans les études dont j'ai parlé tout à l'heure, et ça fait baisser un peu le taux de faux négatif à 6,2, voire à 2% dans certaines études. Voilà. Donc, cette étude, c'est une étude turque qui rapporte le taux de faux négatif dans cette chirurgie axillaire ciblée à 2%. Alors, toujours dans cette chirurgie axillaire ciblée, il y a plusieurs études qui sont en cours, des études hollandaises, allemandes et françaises, notamment les Gagnères 3. Et donc, on va attendre les résultats de ces études pour un peu évaluer de manière prospective cette chirurgie axillaire ciblée et non pas une chirurgie à l'aveugle qui emporte tous les ganglions. Alors, maintenant, quand on a un ganglion sentinelle positif, c'est ces personnes qui étaient CN positifs et qui ont des ganglions sentinelles positifs, l'habitude actuelle, et c'est ce qu'on fait dans notre pratique, le curage axillaire, c'est ces femmes-là, le curage axillaire reste la règle. Par contre, ce qu'on est en train de voir dans les dernières études, c'est est-ce que la radiothérapie ne ferait pas mieux, ne ferait pas au moins égal, n'est pas égal à ce que fait la chirurgie. Et chez ces personnes qui soient CN- avec un ganglion sentinelle positif, qui ne répondent pas aux critères de la COSOC, ou CN+, avec des ganglions sentinelles positifs, il y a eu plusieurs études. L'étude à Maros, que tout le monde connaît, qui est un peu ancienne et qui vient de publier ses résultats à 10 ans, et qui avait inclus les malades qui étaient CN- avec des ganglions sentinelles positifs, et là, une inclusion à peu près semblable à celle de la COSOC, mais en post-chimiothérapie, et donc qui a montré une non-infériorité de la radiothérapie du coaxillaire par rapport à la chirurgie, même pour des atteintes ganglionnaires qui étaient importantes de 3 ou 4, plus de 4 ganglions. Et donc, quand ils ont comparé ces deux bras, le bras curage axillaire et le bras radiothérapie chez des personnes qui ont des ganglions sentinelles positifs, après chimiothérapie, la récidive locale, les événements ont été tellement rares qu'au bout de 5 ans, ils n'avaient pas les résultats définitifs. Il fallait attendre 10 ans pour dire que les résultats sont à peu près similaires et que peut-être, au lieu de réopérer ces malades pour faire des curages axillaires, les envoyer au radiothérapeute qui va irradier le sein et inclure en même temps le creux axillaire en fonction des radiations. Pour les CN+, qui ont des ganglions sentinelles positifs, les choses ne sont pas encore tranchées, mais il y a 2 études qui sont en cours, une SAPP 51 et l'étude Alliance. Donc, on espère avoir les résultats bientôt. Le premier randomise les patientes
irradiation sans irradiation, qui ont des CN+ pré-chimiothérapie et qui ont une réponse pathologique sur le crâne axillaire après chimiothérapie, donc ils sont devenus N-. Et le deuxième essai, c'est les personnes qui étaient CN+ avant chimiothérapie et qui sont restées chez N+, après chimiothérapie. Voilà, donc on voit que la radiothérapie est en train aussi de rentrer dans la discussion, peut-être pour réduire un peu les indications de la chirurgie. Alors, pour les personnes, est-ce que le profil moléculaire du cancer du sein peut interférer ou intervenir, dans quelle mesure il peut intervenir dans cette discussion? Parce que jusqu'à présent, on n'a jamais été pris en compte dans l'analyse du crâne axillaire. Ce qu'on trouve que c'est les personnes qui sont CN-, la seule étude que j'ai trouvée, c'est pour les personnes qui sont CN-, qui ont reçu une chimiothérapie néoadjuvante. Ce qu'on retrouve dans la discussion, c'est que les profils moléculaires qu'on est habitué à voir sensibles à la chimiothérapie, notamment le triple négatif et l'HER, il est préférable de faire un ganglion sentinelle après la chimiothérapie. Quand la chimiothérapie aura fait son effet, on aura certainement dans ce régime du crâne axillaire, et donc on peut avoir un meilleur bénéfice à faire le ganglion sentinelle après les chimiothérapies. Par contre, pour les luminaux, et notamment les luminales A ou ceux qui ont un KI très bas, donc à ce moment-là, on fera peut-être un ganglion sentinelle avant la chimiothérapie. Voilà. Dernière plaque pour vous parler aussi de l'échographie qui est en train de rentrer en compétition avec le ganglion sentinelle. Il y avait plusieurs essais, notamment un essai italien, qui compare le ganglion sentinelle à l'échographie. Peut-être quand on aura les résultats, on pourra en discuter plus largement. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites, mais il y a pas mal aussi d'autres choses qui sont en cours et qui peut-être changeront nos habitudes prochainement. Voilà, donc ce que j'ai à vous dire à la fin, c'est que le ganglion sentinelle reste la méthode de choix. Et donc, il ne faut plus faire des curages axillaires systématiques. Voilà, ça c'est le premier message. La chimiothérapie est là et donc il faut essayer d'approcher cette évaluation du crâne axillaire après la chimiothérapie. On a vu que l'échographie était peu sensible, donc peut-être on ira sur d'autres examens. Que pour la pratique, il faut utiliser 2 traceurs et prélever au moins 3 ganglions. Voilà, ça c'est les recommandations techniques pour rendre votre ganglion sentinelle plus fiable. Et puis, peut-être, je ne sais pas, la radiothérapie va peut-être remplacer la chirurgie, je n'ai pas de réponse pour l'instant. Et là aussi, est-ce que l'imagerie pourra remplacer le ganglion sentinelle? Là aussi, je n'ai pas de réponse, peut-être qu'on l'aura prochainement. Voilà, je vous remercie.